De LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, on serait en présentiel, je vous poserai la question d'essayer de me définir ce qu'est un loueur meublé non professionnel. Généralement, j'ai assez rarement la réponse. On va me dire, oui, c'est un appartement, oui, c'est du bail commercial, on y met des meubles. Alors, peu de professionnels en connaissent la définition et pour cause. Le LMNP est un statut, par opposition à une niche fiscale, telle que pourrait l'être la loi Pinel. C'est un statut qui est très ancien et qui a été défini au cours du temps par la jurisprudence. Le défaut d'une définition par la jurisprudence, c'est que c'est tout sauf clair. Et on est arrivé à un extrême où plus personne ne comprend rien et on a été obligé de légiférer. Ça a été le cas par le biais de la loi Allure. Et finalement, sur un statut qui est très très vieux, eh bien, la définition au sens propre du terme existe uniquement depuis 2014. Un LMNP, un loueur meublé non professionnel, c'est un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une résidence de service, un LMNP, ce n'est pas un Airbnb, ce n'est pas tout ça. Un LMNP, c'est un appart dans lequel il y a des meubles et dans lequel on doit pouvoir vivre. Chaque mot de la définition est important. On doit y vivre en nombre, le mobilier doit être équipé en nombre et en qualité suffisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nombre et qualité suffisant? Ça aussi, c'est bien vague. Est-ce qu'il faut une table et des chaises? Est-ce qu'il faut un téléviseur? Est-ce qu'il faut une prise de téléphone? On aurait pu imaginer qu'un LMNP sans une prise de téléphone il y a 20 ans, on est hors la loi. On pourrait très très bien imaginer qu'aujourd'hui, on se fiche complètement d'avoir une prise de téléphone, mais qu'il faut impérativement avoir un accès au Wi-Fi. On peut tout à fait imaginer que dans 10 ans, quand la 6G sera arrivée, le Wi-Fi va disparaître et on n'aura plus besoin de Wi-Fi. Est-ce qu'il faut un téléviseur? On peut vivre sans un téléviseur. Au sens juridique du terme, il n'y a pas besoin d'avoir un téléviseur. Au sens commercial du terme, un téléviseur, ça vaut 200 €, ça serait dommage quand même de s'en priver. Il faut pouvoir dormir, manger et vivre convenablement. Je vous renvoie aux marchands de sommeil, des petites chambres de bonne parisiennes. Ce mot convenablement peut être jugé. Au regard des exigences de la vie courante, ça veut dire que la vie évolue, c'était ce que je disais en préambule. La vérité d'il y a 30 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, n'est pas celle de demain. Et donc il va falloir savoir s'adapter, de par cette définition, aux exigences du temps dans lequel on vit. Ça veut dire qu'on commence à toucher du doigt le fait que ce n'est pas si facile que ça à gérer. Malgré tout, quel est le mobilier dont nous avons besoin? Si on s'en fie à cette définition, eh bien, il est difficile de réellement le définir. Et ça, le législateur s'en est rendu compte et il a reparlé un an plus tard en publiant la liste du mobilier minimum, en la publiant par décret en août 2015. Là aussi, cette liste existe, cette liste est mouvante et elle peut évoluer avec les années. Alors, la liste du mobilier obligatoire, c'est quoi? C'est une literie qui va comprendre au moins une couette ou une couverture. C'est-à-dire qu'on a le droit de dormir sur un matelas et on a le droit de ne pas se cailler pendant la nuit. On a le droit de dormir avec les fenêtres fermées. Attention, le dispositif d'occultation des fenêtres n'est obligatoire que dans les chambres à coucher. On a le droit de se nourrir et de manger chaud. Il faudra donc une plaque de cuisson, mais également un four ou un four au micro-ondes. Il faudra un réfrigérateur, mais qui va comprendre au minimum un freezer. On a le droit de se faire des glaçons, on a le droit de boire son Ricard frais, quand même, et pas des animaux. Une vaisselle pour pouvoir manger, on a le droit de ne pas manger avec les doigts. Des ustensiles de cuisine, des tables et des chaises, des étagères de rangement, des luminaires, et enfin du matériel d'entretien ménager qui sera adapté aux caractéristiques du logement. Un logement de 200 mètres carrés, ce n'est pas un logement de 9 mètres carrés. Un logement avec du carrelage, ce n'est pas un logement avec de la moquette, par exemple. Tous ces éléments-là, ils seront stipulés dans le contrat de location. Le contrat de location, c'est le même que celui d'un appartement classique. Il y aura deux, trois nuances. Étant donné qu'on est sur du meublé, il y a une date de début et une date de fin. Si on est dans le cadre d'une résidence de service, l'objet du locataire doit être inscrit, un étudiant, une personne de plus de 60 ans. Et la liste du mobilier doit être précisée et elle sera reprise par ailleurs dans l'appartement. Si vous avez déjà dormi dans une résidence de tourisme, souvent c'est dans la porte de la cuisine, vous ouvrez, il y a toute la liste du mobilier qui est précisée.
LMNP, loueur meublé non professionnel. Qui dit LMNP dit non professionnel, donc pas d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Et souvent, on fait la confusion en disant « mais si, on a besoin d'un numéro ». Oui, attention, c'est une inscription au greffe du tribunal. Oui, on a bien un SIREN, mais non, ça n'est pas une inscription au registre du commerce et des sociétés. Les résultats seront taxés aux bénéfices industriels et commerciaux, au régime réel ou au régime simplifié. Dans notre cas, on sera plutôt dans le régime simplifié. Pourquoi? Parce que le régime simplifié touche les revenus inférieurs à 238 000 €, les revenus meublés inférieurs à 238 000 €. Donc, à moins qu'on ait affaire au patron d'accord, on sera sur le régime simplifié. Un petit commentaire, on aura toujours un commerçant qui sera au BIC et qui va dire « Génial, c'est top votre truc, je vais créer du déficit avec l'achat de mon appartement qui va me permettre de diminuer mon résultat de l'entreprise, donc baisser mon résultat, baisser mon IS, baisser mon IR ». Attention, on est en train de parler dans ce cadre-là des BIC du particulier et pas des BIC du professionnel. Un commentaire sur le régime des sociétés. On aura cette question, souvent j'ai une SCI, est-ce que je peux acheter via ma SCI? Premier point, la SCI à l'IR n'est pas compatible avec le bénéfice industriel et commercial. Donc SCI à l'IR, pas possible. On pourrait, ceci dit, basculer la SCI à l'IR via l'IS. Est-ce que ça a un intérêt? L'avantage de la SCI à l'IS, c'est qu'on va amortir la valeur du logement pour ne pas payer d'imposition sur les loyers. L'avantage du LMNP, c'est qu'on va amortir l'immeuble pour ne pas payer d'impôt sur les loyers. Donc les avantages sont les mêmes. Le double avantage du LMNP, c'est le régime de l'imposition sur les plus-values. Vous achetez un bien en LMNP, vous l'achetez 100 000 et vous le revendez 100 000, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. 100 000 moins 5 000 égale 0 plus-value, donc vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Mais quand on achète un bien via une SCI à l'IS, vous achetez ce logement 100 000, vous le revendez 100 000, mais vous l'avez amorti. Donc en imaginant que vous l'ayez amorti en entier, on va considérer que vous l'avez acheté 100 000, vous le revendez 100 000, donc vous encaissez 100 000, vous l'avez amorti intégralement, donc il vaut 0, vous êtes donc imposé à la plus-value sur la base des 100 000. En conclusion, le fait de faire un logement LMNP et SCI via une SCI-IS, ça serait cumuler deux avantages qui sont exactement les mêmes, donc il n'y a aucun intérêt, si ce n'est de vous faire basculer sur le régime des plus-values des sociétés contre le régime des plus-values du particulier qui sont beaucoup plus positifs. Donc, on serait proche du défaut de conseil pour une acquisition de résidence de service, de LMNP, via une SCI à l'IS. Reste le cas de la SRL de famille quand on a un sujet de succession. L'objectif ici est d'y intégrer les enfants, de faire quasiment une donation. On y trouvera un intérêt sur un gros patrimoine, parce que sur un patrimoine mesuré, un investissement, 2 investissements, 4 investissements, c'est-à-dire 1 ou 2 par enfant, eh bien, le droit commun répondra parfaitement à la question, puisqu'on a le droit de faire des donations de l'ordre de 200 000 € par enfant, par parent et par tranche de 15 ans. Ça rentrera, si c'est bien organisé, très, très largement dans le sujet, et ça permettra de s'éviter des montages complexes que sont le montage en SRL de famille. Il faudra trouver un notaire qui sait le monter, une banque qui sait le financer, une banque qui va accepter que ce soit du particulier et pas du professionnel, donc de faire un crédit long terme et pas un crédit sur 7 ans, comme c'est le cas dans les crédits de société. Donc, franchement, autant rester sur un montage très très simple dans ces sujets-là, avec des indivisions. Au niveau du régime comptable, le régime simplifié dans le cadre des recettes inférieures à 238 000 €, c'est le plus optimal. C'est le régime qui permet d'amortir le logement et donc de ne pas payer d'impôts sur les loyers. On va en parler juste après. Le cas du micro-BIC. Le micro-BIC, c'est le micro-foncier appliqué au BIC, ni plus ni moins. Ça veut dire quoi, micro-BIC? Ça veut dire je déclare 100 et je suis imposé sur 50. Ce régime, le micro-BIC, n'est pas compatible avec le régime de TVA. On pourra donc le pratiquer dans le cadre d'une acquisition dans l'ancien, on ne pourra pas le pratiquer dans le cadre d'une résidence de service en VFA. Pour autant, ça n'a aucun intérêt, en tout cas à court terme, d'utiliser le micro-BIC, puisque dans le cas du micro-BIC, vous allez quand même payer de l'imposition sur 50% des loyers, quand sur le régime réel, vous ne paierez pas d'imposition tout court. Donc, aucun intérêt de s'embêter avec ce sujet-là. En revanche, le micro-BIC est utilisable après l'acquisition de la TVA en régime réel. Ça veut dire que quand vous aurez acquis
votre TVA après 20 ans. Si la résidence bascule sur un régime hors TVA, eh bien, vous pourrez pratiquer le micro-BIC. Donc, ce qui est génial, c'est que vous pouvez très très bien amortir votre logement pendant 30 ans et ensuite basculer sur du micro-BIC. On comprend donc qu'on est sur un produit qui, comptablement et fiscalement, a été bâti pour être sur un sujet long terme et donc un produit qui est fait pour préparer sa retraite. Ça tombe bien parce que c'est la problématique principale des Français aujourd'hui que de préparer sa retraite. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans la définition, acheter un LMNP, c'est pas acheter un LMNP, c'est acheter un appartement que l'on va meubler, dans lequel on pourra vivre. Ça peut être du neuf, ça peut être de l'ancien, ça peut être une résidence-service. Commençons par le cas le plus facile. J'achète un appartement, je mets des meubles selon la règle et je vais le louer moi-même. Donc, en tant que propriétaire, je suis un exploitant. Le premier avantage de ça, c'est la rentabilité. Ne discutez jamais avec un client, jamais, de la notion de rentabilité sur ce type d'achat, parce que c'est le cas, c'est plus rentable. Donc, c'est complètement logique. Quand on enlève un intermédiaire sur à peu près n'importe quel sujet, ça coûte moins cher que quand il y a un intermédiaire. C'est vrai aussi dans la construction immobilière, ça coûte moins cher de construire sa maison avec ses mains que de prendre un prestataire pour le faire. C'est complètement logique. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est de ne pas s'aveugler par un seul des pans du bilan. Le premier pan, c'est la rentabilité, c'est l'avantage, mais il faut regarder quand même les inconvénients. Il y a des avantages, des inconvénients en toute chose. Le premier inconvénient, c'est la réglementation, elle est stricte. Elle est stricte sur la définition, elle est stricte sur la notion de sécurité, elle est stricte sur les équipements et surtout, elle est mouvante dans le temps. Il faut donc connaître les règles, connaître ses évolutions et avoir envie de s'en occuper. Deuxième point, il y aura un turnover qui sera important, en imaginant que nous louons en résidence principale, puisqu'on peut louer en résidence principale ou en saisonnier un appartement dans l'ancien. Prenons le premier cas, le plus simple, qui est le cas de la résidence principale. Vous allez forcément avoir un turnover important, de par la définition même du bail, qui sera un bail précaire de 12 mois, qui sera renouvelé par tacite reconduction, certes, mais c'est un bail de 12 mois. Vous allez vendre une résidence étudiante à Toulouse ou à Fontainebleau ou je ne sais quelle grande ville. Votre investisseur pourrait légitimement vous dire « ouais, ben ça, je peux me le faire tout seul, c'est facile à remplir ». Oui, c'est vrai, mais attention, dans le cas de l'étudiant, le bail n'est même plus de 12 mois, il est de 9 mois. Et je vous rappelle que vous avez un préavis d'1 mois. Donc votre rentabilité peut très très vite être affectée parce que quand vous avez un préavis d'1 mois, ça veut dire que vous recevez votre courrier, 1 mois après, votre locataire est parti. Ça veut dire qu'en 1 mois, il faut avoir tout débarrassé, poser une annonce, trouver un locataire, faire l'état des lieux de sortie, faire l'état des lieux d'entrée. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça se fait. Et ça fonctionne relativement bien. Simplement, avons-nous affaire à quelqu'un qui a envie de s'occuper de tout ça? Qui va être votre investisseur? Quelqu'un qui travaille, qui a une quarantaine d'années, qui peut être muté à droite, à gauche? Ou bien quelqu'un qui va aller à la retraite, qui a bossé toute sa vie et qui a envie de tout, sauf de s'occuper de ce genre de sujet? Il faut quand même y penser. Et puis ensuite, attention, parce que la réglementation, elle peut être mouvante. Vous avez pris un mec en résidence principale, il va habiter dans le logement, mais s'il y habite moins de 8 mois, vous basculez sur le statut du saisonnier. Quand on est dans le saisonnier, c'est pareil, ça peut fonctionner le saisonnier, ça peut même être assez rentable. Mais le saisonnier, c'est quoi? C'est veiller à avoir pensé à demander l'autorisation de changement d'usage à la mairie. Qui vous l'aura donné, qui vous l'aura refusé, qui vous l'aura retiré, peut-être, en fonction de ses humeurs. C'est également respecter le règlement de copropriété. Est-il écrit dans le règlement de copropriété qu'il y a une clause bourgeoise? Et quelle est la définition de cette clause bourgeoise? Vous allez être malin si vous achetez un logement, vous n'avez pas fait gaffe à ce point-là, il y a la clause bourgeoise, on vous l'oppose, on vous retire l'autorisation de changement d'usage du jour au lendemain, derrière, il faut le financer. Respectez le nombre de jours maximum par an où vous avez le droit de louer, qui peut varier d'une commune à l'autre. Donc ce point-là, il est important d'en parler avec votre client. Si vous n'en parlez pas, il en parlera tout seul de toute façon. Parce que les avantages, c'est certain, c'est plus rentable, mais attention à toujours mettre en avant les avantages et les inconvénients. Louer un appartement meublé dans l'ancien, oui, pourquoi pas, mais c'est un sacré travail. Alors on va pouvoir vous opposer, mais pas de souci. Je vais donc prendre une agence pour me le gérer, puisqu'il y a des agences, je pense au Pays Basque notamment, des agences qui sont spécialisées dans la location de meublés saisonniers. Oui, c'est vrai. Et complètement, c'est une très bonne idée. Sauf que ces agences, elles vont prendre 25% de commission sur les loyers. C'est le chiffre. Hein. Et encore 25%, c'est pas trop cher en ce moment. Et encore, c'est plutôt bien.
Mais si je prends ces 25%, ça veut dire que j'affecte ma rentabilité. Dès lors, l'intérêt que j'avais de prendre ce type de produit eh bien, devient tout relatif. Deuxième possibilité, c'est le LMNP dans le cadre d'une VFA et dans le cadre donc d'une résidence de service. C'est ce qu'on fait nous, hein, les résidences que l'on vend au quotidien. Donc on achètera du neuf et sur plan. Dans ce cadre-là, vous allez acheter le logement en TTC. Trop souvent, par l'usage, on dit qu'on achète en hors taxe. Non, on achète bien en TTC, on est en France, donc on achète les logements en TTC. Mais dans ce cadre-là, quand on va basculer sur le BIC, eh bien, on va récupérer la TVA. Donc, dans les 6 à 12 mois, l'administration fiscale nous remboursera la TVA relative au bien. Vous allez donc acheter un logement 100 000 et au bout de 6 mois, vous récupérez 20 000 sur les comptes. Attention, ces 20 000 ne vous appartiennent pas, ou en tout cas pas encore. Ils vont vous appartenir au 20e, année par année. Au bout d'un an, un 20e, au bout de 2 ans, 2 20e, au bout de 10 ans, 10 20e. En imaginant que vous vouliez revendre le logement au bout de 10 ans, eh bien vous êtes redevable de 10 20e de la TVA, soit la moitié. Sauf dans un cas. Dans le cas où la personne qui va vous racheter le logement est un investisseur qui va reprendre le bail, auquel cas la TVA sera réputée acquise. Maintenant, soyons un petit peu cohérents. Qui va vous racheter une piole étudiante si ce n'est pour investir et profiter de la rentabilité et du bail commercial. Donc c'est un petit peu l'esprit et la lettre. Oui, attention à cette notion de récupération de TVA, mais il serait logique que la personne qui rachète le logement souhaite conserver le bail et donc de ne pas avoir de sujet de TVA. Ce qui est embêtant avec la notion de récupération de TVA au bout de 6 mois, c'est que quand vous allez faire un emprunt à la banque, vous allez emprunter 100 000 € alors que vous avez besoin d'uniquement 80 000, puisqu'on va vous rembourser 20 000. C'est aussi embêtant si vous êtes dans le cadre d'un paiement cash, parce que vous allez mobiliser 100 000 alors que vous avez besoin finalement de 80 000. Et c'est à ça que sert la notion de portage de TVA. Alors, tous les acteurs du marché ne le font pas. C'est le cadre de LP Promotion qui porte la TVA. Porter la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez bien acheter en TTC, mais on va vous permettre de ne décaisser que le hors-taxe. Vous achetez donc votre logement à 100 000, mais vous faites un crédit sur un montant de 80 000. Ou si vous êtes en paiement cash, vous allez chez le notaire et on vous demande un chèque uniquement de 80 000 €. On va donc, dans ce cadre de résidence, la résidence de service, on va louer, ça sera ce qu'on appelle une location à bail commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, votre locataire ne sera pas, je ne sais pas si on est dans le cadre d'une résidence étudiante, ne sera pas un étudiant. Votre locataire, c'est la société qui va exploiter le logement et qui va finalement sous-louer le logement pour votre compte. C'est un bail qui va durer de 9 à 12 ans. En fonction, c'est réglementé, hein, donc on n'a pas le choix, ce sera entre 9 et 12 ans. Il existe, bon gré mal gré, 4 grandes familles de logements. L'EHPAD, la résidence pour personnes âgées, dépendantes, le tourisme, l'affaire et l'étudiant. Voilà à peu près pour les grandes familles. En fonction du client qui est en face de nous, en fonction du conseiller que vous êtes, on aura tous des convictions sur ce qui est bien à faire ou ce qui n'est pas bien à faire. Moi, je fais que de l'étudiant, le tourisme, c'est nul, etc., etc. Ce qui est important, c'est pas d'avoir une conviction, c'est de savoir pourquoi on a cette conviction. Ce qui est important, c'est de connaître la thèse, l'antithèse, la synthèse. Dans un marché quel qu'il soit, quand un sujet est défaillant, le marché le détruit. La France a inventé un système de communication incroyable qui était le Minitel. Quand Internet est arrivé, le modem 56K a détruit le Minitel. Les deux n'ont pas coexisté parce qu'ils n'avaient pas de sens à coexister. Quand la fibre arrive, la fibre va petit à petit remplacer le haut débit. C'est exactement le même sujet. Là, les 4 systèmes coexistent, ça veut dire qu'ils ont du sens, mais il faut connaître ses tenants et ses aboutissants. La résidence de tourisme. La France est la première destination mondiale pour les touristes étrangers. Ça représente 89 millions de touristes en 2017. C'est une statistique qui est un petit peu coquine, dans le sens où notre ami allemand qui traverse la France pour aller passer ses vacances en Espagne
sera considéré comme un touriste. Dès lors, je vous encourage à regarder un petit peu plus la notion de collecteur de recettes. Et la France est le 3e collecteur de recettes au monde, derrière les États-Unis et l'Espagne, justement. Ça crée 2 millions d'emplois, pour moitié des emplois directs, pour moitié des emplois indirects. Et ce sans compter l'accroissement du nombre de visiteurs lointains. Qui sont-ils, ces visiteurs lointains? Les visiteurs lointains sont nos amis chinois. Si vous voulez connaître l'impact des touristes chinois sur l'économie française, je vous encourage un jour à vous arrêter devant les galeries Lafayette sur le boulevard Haussmann à Paris, et vous verrez que ça descend par bus entier pour acheter des sacs Chanel comme si c'était des paquets de bonbons. Je vous encourage également à aller regarder les menus des restaurants dans les Alpes et de voir si vous trouvez un seul menu qui n'est pas traduit en russe. Je vous encourage enfin à regarder ce qui se passe en Inde avec l'accroissement incroyable des classes moyennes. Et si on n'a pas encore vu les Indiens se pointer le bout de leur nez dans nos villes touristiques, sincèrement, il suffit d'attendre. Bref, c'est un marché à 106 millions de touristes internationaux. Donc évidemment qu'il y a de l'intérêt à regarder ce qu'il se passe du côté du tourisme. Maintenant, dans le tourisme, il y a un élément fondamental auquel il faut penser. Un élément fondamental. Tous les sujets qu'il y a eu sur les résidences de service, et sans exception, ça sera quoi? Prenons l'exemple des résidences service à la montagne. On vous vendait une résidence de service à la montagne, non pas au pied des pistes, non pas dans le village au pied des pistes, mais dans le village qui est à côté du village au pied des pistes. Donc on se rend bien compte que cet élément fondamental, c'est évidemment l'emplacement. Donc oui, regardons ce qui se passe du côté du tourisme. Ceci étant dit, le tourisme, c'est quoi? C'est beaucoup d'aléas. C'est beaucoup d'aléas. Premier aléa, les aléas météorologiques. Je suis à la montagne, il peut y avoir trop de neige, auquel cas je vais fermer la station. Il peut y avoir pas assez de neige, auquel cas je vais fermer la station. Prenons le cas d'une résidence à la mer. Il peut pleuvoir pendant les vacances. Prenons le cas du Pays Basque, ça arrive quelquefois qu'il pleut. Donc beaucoup d'aléas en dehors de ma propre bonne gestion. Ensuite, je suis dans un marché concurrentiel mondial. On a vu des outils fabuleux poindre le bout de leur nez. Je pense à tous les sites sur Internet comme Booking qui permettent de réserver en ligne. Alors, c'est génial, ça nous met en concurrence avec tout le monde, mais d'une part, ça va amoindrir le prix de vente des chambres, puisque comme vous êtes en concurrence directe, vous êtes obligé de baisser pour gagner les marchés. Et d'autre part, vous allez devoir verser une commission en plus à Booking avec un intermédiaire de plus. Vous n'avez pas d'autre choix que d'y être. Donc, conclusion, déjà qu'on est sur un marché plutôt de micro-marge, eh bien, on va accentuer cette problématique de marge. Donc, entre les aléas liés à la météo, les aléas divers et variés, et ce système de distribution à travers des micro-marges, nous, on a préféré ne pas y aller. Et encore, je n'ai pas parlé des crises sanitaires comme le Covid, où je pense que si on a acheté un chalet à la montagne pour louer cette année, c'est un petit peu compliqué. Enfin, cette année, ce sera 2 ans maintenant, hein, ce sera 2020 et 2021. Donc, beaucoup trop d'aléas liés à notre propre gestion. Donc, nous, chez LP, on a choisi de ne pas faire du tourisme, en tout cas, pas faire de tourisme dans notre stratégie de développement commercial. L'EHPAD, la résidence pour personnes âgées. 2 millions de Français auront plus de 85 ans en 2020, ce qui représente une augmentation de 60% par rapport à 2007. L'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. En 2060, la population des plus de 75 ans aura doublé. D'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépendantes va croître de 25%. À cela, je vous ajoute le fait que le taux d'occupation moyen d'une EHPAD en France est de 98% et le revenu, enfin le rendement moyen est autour de 4,20, 4,50. Donc on ne va pas nous filer un Nobel pour vendre des EHPAD, c'est certain. Oui, ça se vend, oui, il n'y a pas de sujet. L'antithèse de ça, c'est d'abord un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Hospitalier, qui dit hospitalier dit agrément. Un agrément, on le gagne, on le perd. Un agrément, c'est des normes qui évoluent dans le temps. Le jour où, puisque c'est quoi, hein, on est en train de parler d'une piole de 9 mètres carrés avec un tube en plastique dans le mur qui permet d'amener de l'oxygène. Hein, le jour où ce tube en plastique, on considère qu'il est cancérigène et qu'il faut donc modifier le matériau, qui va devoir payer? Qui va devoir payer cette remise aux normes? Ce sera l'investisseur, ce ne sera pas l'exploitant, je vous le garantis.
Établissement hospitalier, l'agrément, on peut le perdre. On a vu il y a un an un très beau reportage d'Envoyé spécial avec des personnes âgées qui n'étaient pas du tout entretenues, mais lié au fait qu'il n'y ait pas assez de personnel. Il n'y avait pas assez de personnel. Pourquoi? Parce que le budget de l'EHPAD n'était pas assez gros, parce que la rentabilité offerte à l'investisseur était précisément trop élevée et qu'il n'en restait pas suffisamment pour l'investisseur. Et ça crée des scandales. Ensuite, c'est un produit qui est complètement décorrélé du marché immobilier. On est clairement plus proche de l'investissement dans la PME que du marché immobilier pur. On achète notre fameuse piole de 9 mètres carrés dans le Vercors pour 300 000 euros. Donc c'est un produit qui est un investissement en PME et c'est un produit qui est très difficilement transformable. Si votre EHPAD plante, si l'exploitant plante, on ne pourra pas transformer l'appartement en un logement classique. Et je crois que la notion de transformation dans la résidence que l'on va choisir, c'est un point qui est quand même très très important. Le marché étudiant. Il y a 2 800 000 étudiants à la rentrée 2018 en post-bac. C'est une augmentation de plus de 5% par rapport à la rentrée précédente et c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on va considérer, en France en tout cas, c'est la stratégie, que la sélection doit s'opérer plus tard et elle ne s'opère plus au bac. Et on a en plus une mobilité des étudiants encore plus importante qu'avant, de par Parcoursup. Parcoursup, c'est quoi? Ça indique que si tu as fait une mauvaise première, une mauvaise terminale, tu iras faire sociologie à Dunkerque. J'ai rien contre la socio, j'ai rien contre Dunkerque, mais ça veut dire qu'on choisit plus trop et on est en concours tout le temps. Donc finalement, on va devoir bouger. En parallèle de ça, 325 000 étudiants internationaux, c'est plus 12% en 5 ans. Ça aussi, c'est un chiffre qui va continuer à augmenter parce qu'on part de relativement bas par rapport à nos voisins scandinaves, par exemple. Ce qui est intéressant dans mes 325 000 étudiants internationaux, c'est que 100% de ces 325 000 vont chercher un logement. Ils ne pourront pas aller ailleurs que de trouver un logement. Une statistique qui est intéressante, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire pour la vie étudiante, 68% d'une classe d'âge va quitter le domicile familial pour aller étudier. Ça veut dire que sur mes 2 800 000 étudiants, j'en ai 1,7 million qui vont chercher un logement tous les ans. Or, mon offre sur le marché n'est que de 400 000, gérée pour partie par des résidences privées et pour partie par des résidences publiques. Ça veut dire que l'offre répond seulement à 21% des besoins. La profondeur de marché est considérable. Pour savoir si une résidence étudiante va fonctionner, vous pouvez aller à peu près n'importe où. On se fiche éperdument de la ville, d'être à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Paris ou à Pau. Ce qu'il va falloir faire, c'est regarder quel est le nombre d'étudiants à proximité, appliquer notre ratio à 68%, regarder le nombre de résidences existantes à proximité et voir si ça passe, tout simplement. Donc c'est un marché qui est facile à gérer, facile à comprendre. Et ensuite, ça va être de la gestion qui sera à long terme par opposition au tourisme par exemple. Bon, très bien, considérons que l'étudiant est un point qui est agréable. Avant de se lancer, eh bien, on va aller regarder quelles sont les attentes des étudiants et qu'est-ce qu'il faudra aller regarder. Les attentes des étudiants, c'est en premier lieu la proximité en temps des lieux d'études et ou des lieux de vie. Vous pouvez être au milieu de la campagne absolue. Si vous êtes le voisin d'HEC, votre résidence sera pleine. Pourtant, HEC, c'est vraiment au milieu de la campagne absolue. Vous avez le droit aussi d'être un petit peu plus loin de votre lieu d'études, mais il vous faudra être proche des lieux d'animation. Il faudra de la sécurité. Parce que la vraie vie, c'est d'habiter à Tarbes avec le gamin qui va aller étudier justement à Fontainebleau. C'est loin, ça fait un peu peur. Alors, à la limite, si c'est un garçon, bon, c'est pas très grave. Si c'est un garçon, j'ai envie de dire, il apprendra à se laver ses caleçons et à se faire à manger. Ça va peut-être le faire grandir un peu, tant mieux. Maintenant, messieurs, je parle à votre âme de père. Si c'est votre fille qui a 18 ans, je vous garantis, au moins dans 80% des cas, que vous la préférez dans un environnement qui sera sécurisé. De l'importance pour nous d'avoir un responsable de site qui est sur place. Alors, on n'est pas dans un internat non plus, loin de là, mais quelqu'un qui est sur place pour veiller à ce que tout fonctionne bien et correctement. La conclusion de ça, ce n'est pas une statistique nationale, c'est une statistique chez nous, chez LP Promotion, chez Privilège. 60 à 80% des occupants sont des jeunes filles. Quand on va alors, c'est important de parler de cette notion de sécurité parce que quand on envoie la notion de responsable de site, puis de la majorité des occupants qui sont des jeunes filles, puis que c'est pour être dans un environnement qui est propre et périn, ça renvoie à la notion de résidence qui est bien entretenue et qui est pérenne dans le temps. Quand on va dans une résidence étudiante, c'est qu'on connaît
pas grand monde. Donc, il nous faudra des lieux de sociabilisation, des lieux communs. Ce sera des lieux de partage et puis ce sera des lieux de travail. Je pense à une salle commune, je pense à la salle de cinéma, par exemple, sur la résidence Studio 8, je pense à la salle de sport, et puis je pense à des lieux de coworking avec des tables qui vont avoir des prises d'une part pour les PC, des prises USB pour les autres appareils. On en parlera tout à l'heure en prenant un exemple. Le logement devra être fonctionnel. Dans 25 mètres carrés, on s'en serait quelque peu douté. Et puis, il faudra du mobilier. Ça tombe bien puisqu'on fait du loueur meublé non professionnel. Voilà donc pour la fin de cette séquence.